RCM. Le son de la différence. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Quelle joie de vous retrouver. Alors, comme vous pouvez l'entendre, c'est pas la voix fleurie et ensoleillée de Jean-Jacques qui vous accueille. Eh bien non, au jeu du pique-nique douille, c'est toi l'animateur. Ben c'est moi, Olivier, qui est perdu ou gagné. Bretzel liquide. Oh, ça y est, ça commence. Néanmoins, rassurez-vous, autour de la table, tout le monde est là. Presque, voire même un peu plus. Pour cette dernière émission de l'année avant la pause estivale. À commencer par la charmante et souriante Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie. Bonjour à tous, bonjour les amis. Comment allez-vous? Très bien. Bon, c'est parfait. Vous allez nous parler d'une certaine... Idis. Idis. Très bien, très bien. Pour la première fois dans cette émission, mais elle a un petit peu de retard, Francine viendra aussi nous parler d'un album qu'elle a trouvé trop génial. Le vénérable Charles. Nordklich Bogodoy. Bonjour, je dis en français parce que j'apprends les langues étrangères en ce moment. D'accord, vénérable et polyglotte Charles. Très bien. Et vous allez... le mois dernier, vous avez chanté. Oui, voilà. Alors je travaille toujours la voix, mais dans d'autres langues. Là, c'est l'esquimau médiéval, mais j'ai peu d'interlocuteurs. On peut peut-être en trouver. On va lancer un appel pour un esquimau qui parle l'esquimau médiéval. On va trouver quelqu'un, vous inquiétez pas. Avec le temps qu'il fait, un esquimau, ça fera du bien. On vous laisse libre choix de faire ce que vous voulez avec les esquimaux. Et puis, le taulier, Jean-Jacques, qui sera mon coach aujourd'hui, et le gardien du temps pour cette émission, mais pas que. Jean-Jacques, vous nous parlerez un hommage tout à l'heure. C'est ça, un hommage à... Ah, Nikita Mandrika. Très bien. Quitté il y a quelques jours. Eh oui. Et puis pour cette émission spéciale, elle serait pas spéciale si on n'avait pas un invité spécial. La présence parmi nous de l'auteur entre autres du Petit Mozart, du Petit Léonard de Vinci et récemment du tome 3 de la Petite Agatha Christie. Alors souhaitons la bienvenue. Il y a une erreur fondamentale. Ah bon? C'est pas The Little Agatha Christie. The Little. Alors Little Agatha Christie. On va y arriver. Non mais c'est une émission polyglotte quoi. Alors il fallait parler anglais et esquimau. Voilà. On m'a pas prévenu. Et donc pour The Little Agatha Christie, souhaitons la bienvenue à The Big Boss William Ogel. Bonjour William. Bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être là? Oui, parfaitement. Ah j'espère. Alors nous allons faire plus ample connaissance dans quelques instants. Juste le temps de vous dire, chères auditrices et chers auditeurs, que notre ami Mirko de la parenthèse va nous présenter 4 nouveautés tout à l'heure, dont une qui fera frissonner ceux qui, comme moi, ont une cicatrice ouverte depuis la Coupe du Monde de 1982 et le match France-Allemagne. Heureusement, on s'est un peu vengé hier soir. Voilà. Et puis nous reviendrons donc avec Anne-Marie et Jean-Jacques sur la carrière de l'illustre Nikita Mandrika, disparu le 13 juin. Et on vous parlera du concombre masqué. Et le concombre masqué. Et pas que. Et pas que. Et pas que. Impeccable. Donc voilà, commençons par vous, William. Je laisse la parole à Jean-Jacques. William, bonjour. Bonjour. Tu as eu droit à un accueil vraiment... dis donc. Impressionné. Oui, mais il y a de quoi. Donc, on est très content de t'avoir avec nous pour aujourd'hui. Et il était temps, hein. Oui, ça fait un moment. Oui, on se connaît depuis 2015. Oui. On s'est croisés en 2015 et la soustraction, ça te donne. Ça donne beaucoup. Ouais. Et puis surtout, tu vas bientôt quitter Nancy. Oui, je suis en plein déménagement, donc c'est un peu chaotique. Donc c'est le moment ou jamais de se rencontrer au son des bulles. Donc tu es né au Mans. Oui. Tu m'as dit le pays des rillettes de porc. Voilà, je suis 100% pur porc. Voilà, 100% et rillettes. moi qui suis originaire du Sud-Ouest, je préfère les rillettes de canard. J'espère que ça va pas créer un différend important entre nous. Catastrophe. Bon, on va essayer de voir et d'arranger ça.
Donc, comme t'avais pas envie de travailler à l'usine, t'as fait l'école des Beaux-Arts. Ouais, ça doit être ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Non, mais oui, j'ai été à l'école des Beaux-Arts, ouais, effectivement. T'as fait l'école des Beaux-Arts. Comme tous les copains. Comme tous les copains. Après, tu as été finir tes études à Rennes. Voilà, c'est ça, en faculté d'art plastique. En faculté d'art plastique. Donc, monsieur a fait des études. C'est quand même, on va dire ça aussi. Il a fait des études. Et à Rennes, donc, il faut expliquer un peu ton arrivée à Nancy. Tu as fait une rencontre. Voilà, tu as rencontré ma compagne, j'ai rencontré Bettina, qui est autrichienne d'origine. Voilà, et qui a vécu à Nancy. Alors, il faut que je vous raconte quand même, Charles, ça va t'intéresser, comment il a atterri à Nancy. Donc, William habitait à Rennes et Bettina est originaire de Innsbruck ou dans les coins là en Autriche. Donc c'est mi-chemin. Voilà, donc ils ont, non mais attends le piège, Charles. Donc ils ont tracé un trait entre Innsbruck et Rennes, et ils ont dit on va les habituer à mi-chemin. Tu te rends compte, pour eux, la chance qu'ils ont eue, le trait aurait été un peu plus haut, il tombait à Metz. Et la catastrophe. J'ai pensé tout de suite. Pour eux, ça aurait été terrible. Oui. Mais écoute, tu sais qu'à Nancy, il y a la place d'Alliance en l'honneur de l'Autriche. Oui. Donc voilà. C'est une très belle place. Voilà, oui. Oui, parce qu'il y a des arbres tout autour, là, c'est vraiment très, mais on n'est pas là pour ça. Donc c'est un déménagement géométrique, voilà. J'ai un déménagement géométrique, mais encore après, il va encore déménager, parce que notre amie Bettina va aller enseigner la bande dessinée au Canada. Voilà, c'est ça. Voilà. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elle va enseigner la bande dessinée, donc voilà, donc William, il suit. Voilà, il suit. Voilà, donc il suit. Et s'il faut aller en Autriche, il va en Autriche. S'il faut aller au Mans, il va au Mans. S'il faut aller à Rennes, il va à Rennes. Voilà. Et s'il faut aller au Canada, il va au Canada sans aucun problème. Tu m'as dit, lors de la brève rencontre qu'on a eue, que tu avais été objecteur de conscience. Oula, oui, mais je pensais pas qu'on l'évoquerait, mais oui, je l'ai été. Pourquoi pas, ça, j'étais, oui, tout à fait. Ça dit un mot de tes idées, de ton, voilà. Oui, j'étais objecteur de conscience et, j'ai objecté, dans une structure, dans une association qui s'appelle l'Espace des Sciences, où j'ai pu faire mes premières armes, d'ailleurs, en bande dessinée. Voilà. Très bien. C'était où ça que tu as fait ton objection de... À l'Espace des Sciences. Oui. Ça se situe où ça? C'est à Rennes. À Rennes, d'accord. Voilà. Très bien. Tu as travaillé dans plusieurs magazines, ou tu travailles encore dans plusieurs magazines? Oui, je travaille pour le Petit Léonard, La Salamandre, c'est une revue suisse, l'équivalent d'Aul. Où tu fais des petits... Je fais des strips de bande dessinée. Des strips de bande dessinée. Un strip de bande dessinée, c'est une bande de bande dessinée. Oui, voilà. D'accord. Non, mais je parle à des experts, c'est vrai, pardon. Non. mais moi, j'avais pas compris. Voilà. Ah. Tu m'as cité... quoi d'autre? Oui, Science Ouest et Mazette, enfin, au tout début, oui. Et puis j'ai pas trop le temps de participer, là. D'accord. Et tu as travaillé également au psychopathe qui n'existe plus à l'heure actuelle. Qui n'existe plus, oui. D'accord. D'ailleurs, c'est dramatique l'état des revues en bande dessinée ici en France. Hein, c'est vrai. On en parlera si tu veux. Ah oui, volontiers. Bien, si on en parlera, si on a le temps, quand on parlera de l'écho des savanes. Oui. Voilà, ce sera l'occasion de nous dire un petit mot là-dessus. Tes parutions, j'ai vu que tu avais fait paraître des ouvrages dans 4 maisons d'édition. C'est ça, oui. 2 Lorraine. Oui. Voilà, de Lorraine. Cocorico, le potager moderne. Voilà. Récemment d'ailleurs, c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'était Atome Crochu. Voilà, c'est ça. C'était une réédition d'une bande dessinée que j'avais faite à Rennes aux éditions de l'œuf. Aux éditions de l'œuf, voilà. Un supplémentaire. Ça explique le doute que j'ai eu, parce que quand j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé l'édition de l'œuf et j'arrivais pas à faire le lien. C'est normal que tu aies C'est normal, voilà. Tu as participé également derrière le monument aux morts. Oui, avec toute l'équipe du potager moderne. Je l'ai quelque part, je vous le montrerai. Je le vois d'ici, je me semble.
Ah non. Je le montrerai, il y a pas de souci. Ensuite, t'as participé à une maison d'édition. Alors j'ai du mal à le dire. Moi, j'ai toujours envie de dire Jarville, moi. Jargil édition. Il y a deux Gilles. Voilà. C'est un mot stéphanois, pour information. Voilà. Alors là, tu as fait Jean-Baptiste, et puis une bande dessinée mémorable quand même. Le grand méchant loup pue des pieds. Qui pue des pieds, ouais. Qui pue des pieds. Oui. Voilà, c'est quand même rien que le titre, c'est tout un programme. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs la première chose que l'on avait, c'est le titre. C'est le titre. Avant même de commencer. Et donc tes dernières parutions, c'est à la boîte à bulles. Voilà. À la boîte à bulles, où tu as sorti dans l'ordre. Alors dans l'ordre, je sais plus. Le premier, c'est le Petit Mozart ou le Petit Mozart en premier. Ensuite, c'était le Petit Léonard de Vinci. Et vient de sortir mercredi. Little Agatha Christie. Mercredi dernier. Voilà, c'est ça. Tout récemment. Little Agatha Christie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe de ces... Alors, il s'agit de cette série. Voilà, c'est la jeunesse de personnalités, de génie entre guillemets. Il s'agit pas de biographie. C'est faussement des biographies. Voilà, c'est mi-fiction, mi-biographie. Ce sont des histoires courtes, humoristiques, mettant en scène chacune de ces personnalités, c'est-à-dire Léonard de Vinci, Agatha Christie et Mozart, évidemment. Alors Mozart, ça a été le premier parce que j'y suis venu. Alors c'est marrant parce qu'il y a une histoire un peu ancienne de cette bande dessinée. Alors si je peux l'évoquer. Hein, vas-y. La version courte ou la version longue. Vas-y. La version. Je vais essayer de faire rapide alors. Allez, vas-y. J'avais commencé à faire des strips sur Stanislas Leszczynski. C'est dur, hein, dur à dire. Tu demanderas à Bettina, elle va t'expliquer comment le prononcer. Il y a 3 consonnes de suite. Alors, je pense que tu dois cartonner au Scrabble si tu as le gros nom propre. Il y a un Y. Ouais. Et j'avais fait un strip avec son bouffon bébé. J'avais quelques anecdotes et j'avais commencé à raconter des petites histoires sous forme de strip entre ces deux personnages. Il y avait un rapport père-fils que je trouvais intéressant et je suis vite arrivé à court au niveau de mes histoires parce que j'ai très peu d'anecdotes autour d'eux. Et c'est ensuite, en allant visiter Bettina à Salzbourg, où elle faisait son doctorat, que j'ai pu voir qu'il y avait des Mozart partout. L'Autriche, c'est bien, mais il pleut tout le temps. Hein. À Salzbourg notamment. Il y a un microclimat, il y a un nuage noir comme dans les cartoons. Tout le temps, c'est terrible. Et donc voilà, puis il y a les boules de Mozart, enfin les bouchées de Mozart. Ils ont changé au niveau marketing. Les bouchées de Mozart, c'est quand même plus. Donc il le mange même Mozart. Donc et en potassant un petit peu, j'ai pu découvrir qu'il y avait beaucoup d'anecdotes. Là où je m'étais arrêté avec Stanislas Leszczynski, j'ai pu avoir avec Mozart, j'avais beaucoup plus de possibilités. Sa vie était un vrai road movie et à cette époque et à son âge, c'est quand même un destin assez insolite. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc il y a une histoire d'ancienne, au Petit Mozart. Une origine ancienne. Voilà, ouais. Et c'était parti. Petite question, c'est le troisième. C'est le troisième volet. C'est toi qui choisis les personnages? Oui, je les soumets. Oui. Et parce que la particularité, c'est que ça sort à la fois en France et aux États-Unis, parce que la boîte à bulles ont fusionné leur catalogue, fusionné son catalogue avec les humanoïdes associés. Tout à fait. Et du coup, la bande dessinée sort à la fois en France et aux États-Unis. Il faut se mettre d'accord sur un personnage qui satisfasse à la fois les deux éditeurs, et il y a malgré tout quelques différences culturelles au niveau de la perception de ce qu'est véritablement une personnalité. Enfin, on n'a pas, si par exemple je veux faire Victor Hugo, ça va être difficile aux États-Unis parce que la Victor Hugo est pas perçue de la même manière là-bas qu'ici, et donc il faut se mettre d'accord sur un personnage qui soit à la fois connu là-bas et ici. Ce qui ne pose aucun problème avec Léonard de Vinci, Mozart et Agatha Christie. Mais après, ça peut être plus compliqué. Voilà. Est-ce qu'un 4e tome est prévu? Voilà, oui, je travaille sur Catherine Johnson. D'accord. C'est Catherine Johnson. Il y a un film qui parle d'une partie de sa vie. Catherine Johnson, il s'appelle Les Figures de l'ombre. C'est une Afro-américaine qui a vécu pendant la ségrégation en Virginie et qui est une génie des mathématiques.
et qui a travaillé à la NASA et qui est à l'origine, voilà, des premiers vols. On appelle ça un ordinateur en jupe. C'est se qualifier de cette manière-là, pas sexy. Oui. Et à l'époque où il n'y avait pas encore de gros ordinateurs, elle était là à vérifier les calculs et elle a travaillé, voilà, à la NASA pour envoyer quelqu'un dans l'espace et après sur la Lune. Donc c'est un destin incroyable. Et je travaille là-dessus en ce moment. D'accord. On peut imaginer, parce qu'une femme, avec toute la ségrégation, une femme de couleur avec l'histoire de la ségrégation, on peut imaginer le destin exceptionnel. Elle encoche des cases, c'est sûr. là, c'est compliqué pour elle. Mais c'est amusant parce qu'elle a elle a une vision pas victimaire de ça. Enfin, je saurais pas comment expliquer Elle vivait sa vie, voilà. Ouais. Elle a été jusqu'au bout de son. Elle a été très en avance, hein, voilà, en termes enfin, elle a été. Elle est née dans sa famille n'était pas forcément très riche, puis en période de la ségrégation, c'était extrêmement compliqué, évidemment. Mais elle a eu la chance d'avoir des parents qui l'ont poussée aussi vers l'école, et elle a pu continuer et avoir ses diplômes, voilà, en avance et à continuer. Elle a eu un destin assez particulier et assez hors du commun quand même. Voilà. Donc c'est la personne sur laquelle je travaille là en ce moment. Très bien. Pour une parution bientôt. L'année prochaine. Donc tu reviens l'année prochaine. Voilà, si je suis dans le coin. Mais oui, tu vas revenir. Ah, si je te parle d'Hippolyte, tu te souviens d'Hippolyte? Le dessinateur? Ah, Hippolyte. Oui. Bah oui, tu me parles là, non? Moi, j'avais Hippolyte, le copain de Casimir, hein, ça aurait pu être ça. Non? Non, c'est pas ça. Non, alors de quoi je veux parler? Ah, il sait même plus, là. Du livre derrière le monument aux morts. Ah, oui. Là, je m'en rappelais. Il s'en rappelait plus. Bon, parce que le potager, non. si, quand même. Parce que le potager moderne en fait un ouvrage où il y a beaucoup d'auteurs qui ont pris une personne, un soldat qui était sur le monument aux morts et qui a fait un dessin, voilà, c'est hop. Et donc, l'ami William a choisi Hippolyte, soldat issu du 15e régiment de chasseurs, né le 29 juin 1881 à Maxéville, et il est mort le 17 mars 1915 à Villers-Châtel. Voilà, on arrête cela pour l'instant. La règle du jeu, tu as la parole quand tu veux. D'accord. Donc sur tous les sujets, tu peux intervenir sans aucun problème. Et en n'importe quelle langue. En plus. Ouais. Bah, vous vous contenterez du français, désolé. Très bien. Du coup, là, maintenant, on va passer à Charles. Charles, pour un instrument un peu particulier. Alors, je vais vous parler du trombone illustré. Le trombone illustré, c'était un supplément agrafé au journal Spirou dans les années 77. Alors, 30 numéros de ce supplément éphémère ont été publiés du 24 mars 77, c'est le numéro 2031, au 20 octobre 77, le numéro 2062. Alors, il s'agissait à l'époque pour les éditions Dupuis de répondre aux défis lancés par des nouvelles publications de BD qui s'adressaient à un public adulte. C'est dans cette période qu'apparaissent Métal Hurlant, L'écho des savanes, une pensée pour Mandrika bien sûr, Fluide glacial, Charlie Mensuel, bon pour ne citer que les plus connus. Alors des publications dont le contenu était très éloigné de la ligne éditoriale des éditions Dupuis, fervent défenseur héritier d'une solide tradition catholique. Jean Dupuis, le fondateur de la dynastie, et à l'origine c'est un imprimeur, il se lance dans l'édition en 1922, donc c'est Bonne soirée, Moustique, et puis des romans, et pour étendre son lectorat, il a l'idée de créer un journal pour la jeunesse. Alors la bande dessinée américaine inondait alors la Belgique et c'était des magazines publiés en France. Alors Jean Dupuis, c'est étonnant qu'il n'ait pas publié des livres de messe comme le faisait son concurrent Casterman, mais enfin bon, il publiait Bonne soirée, des choses comme ça. Catholique pratiquant et fortement européen, trouve que les histoires ne correspondent pas avec la morale et le souci éducatif qu'il défend. Il cherche son fils aîné, Paul, de trouver le profil idéal d'un journal pour la jeunesse. Ainsi naîtra en 1938 le journal Spirou.
Alors, il s'agit bien d'un journal destiné à répandre des idées dans la plus pure tradition catholique. Il y avait un directeur de conscience qui était chargé de donner son avis sur les publications. Mais voilà, cette publication qui, une trentaine d'années plus tard, se voit enrichie d'un supplément agrafé qui, sous l'impulsion de Franquin et Delporte, va laisser libre cours à un nombre impressionnant d'auteurs de premier plan qui, notons-le, n'appartiennent pas tous aux écuries du Puy. Alors bon, il y en a un paquet, parmi les plus connus, Alexis, Bertrand, Bilal, Bretéché, Comès, Culfort, Dégotte, Ernst, Follette, Fmur, Franquin, bien sûr, Gottlieb, Gigé, Lou, Machereau, Mézières, Meubus, Peillot, Robat, Cyrus, Tardy, Huile, la crème de la crème des auteurs de BD des années 70. Alors on va retrouver dans les 8 pages de ce supplément des BD parodiques un peu dans le style de ce que faisait Mad, oui. Et des chroniques déjantées, en rupture totale avec la ligne éditoriale des éditions Dupuis. Par exemple, un dessin de Gottlieb représentant un militaire bourré qui participe à la défense nationale voisine avec une rubrique signée Nana d'une teneur résolument féministe qu'on ne trouvera pas dans Bonne Soirée, une autre publication des éditions Dupuis. Alors évidemment, une telle cohabitation ne pouvait pas durer éternellement. Il y a dû avoir des sévères prises de bec à la rédaction des éditions Dupuis pendant ces 30 numéros du Trombone. On peut noter d'ailleurs que c'est au cours de cette publication que Franquin a commencé à dessiner sa série Les Idées Noires, qui sera reprise plus tard par Fluide Glacial. Et c'est aussi à l'occasion d'un article de Franquin que le journal est annulé. En effet, Franquin, antimilitariste convaincu, a reproché à Thierry Martins, qui était le rédacteur en chef de Spirou, de publier des articles sur des maquettes d'avions de guerre nazis. Bon, on voit l'ambiance. Donc, recadrage et reprise en main du journal par les tenants d'une ligne éditoriale conservatrice, mais les affaires restant les affaires, et les eaux de la Sambre et de la Meuse ayant coulé sous les ponts de la Belgique, les éditions Dupuis ont depuis proposé une édition des 30 numéros du Trombone dans un format cartonné et relié qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies pour 72 €. Alors maintenant, je profite du temps qui m'est alloué pour faire une rubrique copinage. Donc, le 24 et 27 juillet prochain, au village du livre à Fontenoy-la-Joute, il y aura une fête de la BD. Donc, oui, pour les passionnés de la BD, donc une rencontre avec les auteurs locaux. Et puis, il y a toujours les librairies et les expositions qui font vivre ce village du livre. Donc, week-end du 24 et 25 juillet. Et monsieur Charles Ancet, il sera. Je pense, si je suis rentré de mon périple à vélo. Voilà. Merci Charles. On va passer maintenant à Mirko qui va nous présenter 4 albums. On est allé l'interviewer avec Jean-Jacques. Donc Mirko, c'est à toi. Mirko, merci de nous recevoir à la parenthèse. Merci. Et donc, tu as prévu de nous parler de quelques nouveautés, c'est bien des nouveautés? Oui, c'est des nouveautés. Alors on t'écoute. 2 séries, j'ai 2 séries jeunesse et actualité oblige, 2 nouveautés sur le foot. Je vais d'abord parler de Strange Academy. Strange Academy, c'est le Docteur Strange dans l'univers Marvel qui décide de monter son école pour former les futurs sorciers pour protéger la Terre des futures menaces magiques. C'est un mélange entre les X-Men et Harry Potter, évidemment. C'est plein d'énergie, des personnages très attachants, une très bonne série pour les grands ados de 12 ans. Le Souffle du Géant, la récit d'Heroic Fantasy, histoire complète, ce qui est intéressant de le noter. On va suivre 2 sœurs, qui sont là, qui partent à la recherche du Souffle des Géants, ce souffle permettant de réaliser un vœu. Elles vont se lancer dans une grande quête initiatique où, évidemment, entre le départ et l'arrivée, elles ne seront plus tout à fait les mêmes, ce ne seront plus des enfants, peut-être pas encore des adultes. Et puis, forcément, c'est l'Euro, la plus belle compétition du monde avec la Ligue des Champions. Et les éditeurs, justement, ont sorti plein de titres autour du football. Moi, j'aimerais en montrer 2. Un manga
purement footballistique. C'est Aohashi chez l'éditeur Mangetsu. Alors, je sais pas si on les voit bien, voilà. Ça va être l'histoire de notre petit Ashito qui veut devenir footballeur professionnel. Il va passer les sélections d'un club de Tokyo. Au même titre que Olive Tom, il y a 30 ans, on va suivre, sans les emphases et les terrains immenses ou quoi que ce soit, voilà, tout le parcours justement de notre petit Ashito, qui c'est plein d'énergie, c'est très positif, c'est ce que le genre du manga, le shonen de sport, qui est un genre particulier que les Japonais maîtrisent et que je trouve vraiment formidable, pas assez développé. En tout cas, c'est une nouvelle série fantastique. Et puis un drame qu'on a vécu. Alors moi, j'étais pas né, mais qu'une bonne partie de la population française a subi. Les Fantômes de Séville, 1982, demi-finale de foot. Schumacher contre Battiston. Notre héros, Fred, qui est un personnage au chômage, qui ne vit que par le foot, parfois même un petit peu trop mauvais joueur, un soir se rend compte, a une épiphanie et se dit: voilà, ça y est, j'ai trouvé pourquoi est-ce qu'on a perdu et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce clash, cette grave blessure, cette injustice que la France a subie et surtout ce qui en a découlé. Et avec son pote Fred du club de foot amateur, il part, qui est lui journaliste à l'équipe, il part justement à la recherche de ces fantômes de Séville et peut-être pour lui ça va être le moment de faire le deuil de ce drame, de ces fantômes qui ont engendré derrière la loose du football français jusqu'en 98. Ça a changé, mais en tout cas voilà. Ce qui est formidable, c'est Didier Tronchet qui scénarise. Donc on le connaît pour les Jean-Claude Tergal, pour les Raymond Calbut. Il a toujours l'art de faire des personnages extrêmement humains, très attachants, qui au départ nous paraissent... Le pauvre, c'est un peu un tocard au début, et pourtant au fur et à mesure, voilà, en faisant ce deuil de cette demi-finale perdue, va un peu se évoluer, grandir, et voilà. Et en même temps, c'est très humain, c'est très touchant, c'est très drôle. Ça parle de foot, mais ça parle surtout de passionnés, de gens qui vivent par le foot et de mecs sympas un peu perdus dans leur vie. C'est vraiment très très touchant et c'est voilà, c'est peut-être un de mes grands coups de cœur aussi de ce mois de juin. Impeccable. Merci Mirko. Je vous rappelle que vous retrouverez cette interview, on va la mettre sur notre page Facebook et vous la verrez avec des images qui bougent, bien sûr. Juste avant de passer à la pause musicale, peut-être que William, vous avez un petit quelque chose à dire sur le trombone illustré ou comment ça vous fait réagir? Moi, je suis grand amateur de revues de bande dessinée en général. J'ai pas l'intégralité des Métal Hurlants, je sais que Jean-Jacques les a. Je suis bien jaloux. Je confirme. Et j'ai la plupart des Charlie Mensuel, les Flux glaciales d'une certaine période. Voilà, je suis grand collectionneur de revues, j'aime beaucoup. Et c'est la première fois que je l'ai entre les mains. Enfin là, il s'agit d'une intégrale et je suis très content de l'avoir. Je l'avais lu, mais sur Internet, et c'est la première fois que je le vois comme ça, sous forme papier. Ah, j'aime beaucoup. C'est émouvant. Ah oui, allons pas jusque là, mais oui, quand même, je suis content de l'avoir lu. Voilà, ouais, et c'est grâce à des choses comme ça qu'on se dit que le monde est quand même merveilleux. Ouais. N'est-ce pas une belle transition pour cette pause musicale? Ah, comme c'est bon, ça, quand même, hein. Merci, William, pour ce choix, le choix de cette pause musicale. Eh ben, ça nous amène tout doucement à notre thème du jour, à savoir les coups de cœur des animateurs. Et on va commencer par Anne-Marie, qui nous présente... Alors, je vous présente Idis. Alors voilà, moi, coup de cœur, forcément, ça parle d'une femme. Et donc, Idis, c'est une BD qui a été écrite, scénarisée par Richard Malka, dessinée par Fred Bernard, d'après le livre de Robert Badinter. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Donc, Idis, c'est une histoire singulière qui témoigne d'une période noire de l'histoire en Europe. Une BD tirée du livre de Robert Badinter qui dit
J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, Idis. Elle ne prétend être ni une biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris en 1914. Il est simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle j'ai souvent rêvé. Puisse-t-il être aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils. Et c'est bien une histoire d'amour. Donc on ne présente pas Robert Badinter, un très grand homme du XXe siècle, avocat et qui fit abolir en France la peine de mort. C'est l'histoire d'une belle personne, Idis, fidèle, qui ne se résigne pas et qui porte un amour inconditionnel à sa famille. Je pense que ce n'est pas pour rien que Robert Badinter a décidé d'écrire sur sa grand-mère. Idis est juive et va, pour échapper au pogrom, partir en France en 1912, comme un grand nombre d'immigrés. C'est Richard Malka qui adapte le livre de Robert Badinter en album BD, avec des dessins de Fred Bernard. On ne présente pas non plus Richard Malka, avocat, homme de conviction, finalement dans la lignée de Badinter, défenseur de Charlie Hebdo et scénariste de BD depuis maintenant les débuts des années 2000. L'histoire débute en Bessarabie, qui correspond aujourd'hui à peu près à la Moldavie, aux frontières de la Roumanie, dans un village juif modeste, un shtetl, je ne sais pas trop comment ça se prononce, où le peuple juif subit des discriminations sévères. Idriss, femme résiliente, lumineuse, refuse de divorcer alors que son mari est obligé de rejoindre l'armée du tsar pendant 5 ans et le soutient à son retour quand il se laisse dépouiller au jeu. Les piliers de sa vie sont ses enfants et ses petits-enfants, sa joie de vivre. Dans le village où elle vit, en Bessarabie, au début du XXe siècle, la vie est rude. Les restrictions d'activité imposées au peuple juif les maintiennent dans une pauvreté effroyable. Le niveau de vie de la plupart des habitants est sommaire et moyenâgeux. Les dettes de jeu de Shulim, son mari, entraînent la famille dans un grand dénuement. Les 2 fils de la famille partent pour fuir la pauvreté et surtout les pogroms. Direction Paris, la République, le pays de Victor Hugo, le pays qui a innocenté Dreyfus. Mais Idriss hésite à suivre ses enfants. Elle est illettrée, elle ne parle que le yiddish et mesure l'écart entre son village, au niveau de vie moyenâgeux, et Paris, la grande ville du XXe siècle. Son mari, acculé par des dettes de jeu qui le ruinent, fuit en France. Idriss et sa fille restent pour vendre leurs maigres biens et rejoignent mari et fils quelques mois plus tard. En 1912, donc, Idriss arrive en France, toute craintive, s'attendant à retrouver la violence quotidienne qu'elle a connue en Bessarabie. La Première Guerre mondiale arrive. Shulim veut s'engager pour remercier le pays qui a accueilli sa famille, mais il est trop âgé pour être incorporé. Fin de la Première Guerre, plus d'angoisse, les enfants sont mariés, travaillent dur et la vie est belle, jusqu'au décès de Shulim. Idis en gardera une grande tristesse, mais garde une joie de vivre grâce à ses petits-enfants, qu'elle chérit au plus haut point. Cette famille qui a connu les persécutions ne peut pas s'imaginer que la montée du nazisme en Allemagne peut les toucher, eux qui se sentent protégés en France. Pourtant, ce pays qu'ils admirent est envahi par Hitler. Ils revivent une fois de plus les persécutions, l'obligation de fuir pour survivre. Idis, malade, n'a pas la force de fuir. L'un de ses fils reste à ses côtés, alors que sa fille, qui ne l'a jamais quitté, se résout à partir pour sauver sa propre famille. Elle décède en 1942 en pleine occupation. Ce récit est tendre, chaleureux, émouvant, bouleversant, mais aussi ce récit fait acte de mémoire, car intimement mêlé à l'abomination de la Shoah, donc violent, qui oblige à ne pas fermer les yeux. Donc une très très belle BD à lire et à donner à toutes les mains, jeunes, moins jeunes. Voilà. Et à emporter dans sa valise pour les vacances. Et à emporter dans sa valise pour les vacances. Moi, j'ai découvert, un beau personnage. Je connaissais Robert Badinter un peu comme tout le monde, mais on voit où ses racines, comment il a forgé son caractère et cette humanité de ces racines-là, de cette grand-mère.
Eh ben merci beaucoup Anne-Marie. William, là c'est aussi le portrait d'une femme très très fort. Vous faites le portrait de là aussi quelque part d'Agatha Christie. Vous seriez dans le même esprit à faire quelque chose de très réaliste comme ça, sans l'enrobage un peu humoristique. C'est quelque chose qui vous pas trop la question. Parce que là, vous le portrait que vous faites d'Agatha Christie, vous avez fait des recherches comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai un peu potassé quand même évidemment pour construire ce personnage. Oui. D'ailleurs, c'est presque ça le plus important, c'est au-delà des histoires, du vrai, du faux, c'est le personnage le plus important. Au-delà même des gags. Oui. Il y a des gags, par exemple, que j'ai dû mettre à la poubelle parce que, tout simplement, ce personnage ne pouvait pas dire ça. D'accord. Tel que je l'avais construit, mais tel à la fois qu'il devait peut-être un petit peu ressembler. Je prends des traits de caractère, évidemment, pour chaque personnage qu'ils avaient. Mais ça, c'est fondamental. La psychologie du personnage en premier. Ensuite, effectivement, tout est important. En bande dessinée, je pense, du dessin au dialogue, au découpage. Enfin, il y a beaucoup de choses, à la couleur. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec son personnage quand on l'a construit un peu, au départ. Il y a des choses que l'on peut faire et d'autres que l'on ne peut vraiment pas faire, je pense. Très bien. Moi, j'ai quand même une critique à faire sur ce livre. C'est qu'il y a des énigmes. C'est donné pour des jeunes à partir de 7 ans. J'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça très dur. T'as pas tout trouvé, hein? Il y en a qui sont quand même pas simples. Il faut des bons yeux des fois. C'est ça le problème. Alors maintenant, Francine, donc pour votre première rubrique, vous nous présentez Rhapsodie en bleu. Rhapsodie en bleu d'Andrea Serio, c'est un de mes gros coups de cœur. Il est paru en octobre 2020 aux éditions Futuropolis. Et allez savoir pourquoi, il est passé quelque peu inaperçu. Et pourtant, c'est une véritable splendeur graphique. Par ses pastels sublimes déclinant toutes les nuances de bleu, romancées d'ombre et de lumière, Andrea Serio nous fait voyager de Trieste à New York, de New York à Naples, aux côtés d'Andrea Goldstein, jeune juif exilé revenu au pays combattre le fascisme au sein de l'armée américaine. Alors tout débute en décembre 1944. Le GI Andrew Goldstein, appuyé au bastingage d'un paquebot réquisitionné par l'US Army, contemple l'océan qui le ramène en Italie. Bleu froid de l'océan, bleu de la peur des combats à venir, bleu d'encre du ciel. S'ensuit un flashback au temps où Andrew s'appelait encore Andrea et où Medjeva, alors italienne, portait le nom de Médéa. Nous voici donc maintenant à Médéa en 1938. Cette plage, pour mes cousins et moi, c'était ce qu'il y avait de plus beau au monde. Notre saison de baignade commençait à la fermeture de l'école et durait jusqu'au premier jour de septembre. Insouciance, baignade, premiers émois, révision de Martineau aussi en vue d'un examen. Léger vague à l'âme de Cathy lors de ces dernières soirées dansantes qui marquent la fin des vacances. Victor Emmanuel III, par la grâce de Dieu et par la volonté de la nation, roi d'Italie, empereur d'Éthiopie, ayant entendu le conseil des ministres, décrète qu'au poste d'enseignant, dans les écoles de tout ordre et grade, ne pourront être admises les personnes de race juive, que dans les écoles de tout ordre et grade ayant un statut légal, ne pourront être inscrits les élèves de race juive. Il suffira de cette déclaration radiophonique pour que le bleu azur vire au bleu nuit ou se fige en un bleu glacial, que leur vie bascule et leur avenir devienne incertain. Triste retour à Trieste pour Andrea. Un mois après un autre discours, celui prononcé cette fois par Mussolini, Piazza Unità d'Italia, proclamant les rois raciales le 18 septembre 38, ses parents prendront la décision de l'envoyer, lui et sa sœur Magda, en Amérique. Alors oui, les illustrations sont absolument magnifiques. Cette beauté d'autant plus terrible que nous savons sur quelle abomination tout cela va découler. La proclamation des lois raciales marque la fin d'un monde. L'Italie d'alors semble être un paradis perdu, tout comme dans le film de Vittorio De Sica, Le Jardin des Finzi Contini. Mais il ne faut pas oublier que dans une BD ou un roman graphique, l'illustration se doit être au service de la narration. Ici, elle est narration. Bien loin d'être uniquement illustrative ou contemplative, elle est la trame même du récit. La couverture déjà annonce le ton. Elle nous fait glisser des arbres de Trieste en première de couverture à ce bordant Central Park en quatrième. Toute la tension sous-jacente réside dans les ellipses, les non-dits.
Les différents points de vue, le traitement cinématographique et l'enchaînement des images contribuent à renforcer cette sensation de mal-être et nous font ressentir, au plus profond de nous-mêmes, les émotions du personnage. Ah, la séquence magistrale chez les parents d'Andrea Trieste. La caméra nous fait pénétrer dans l'appartement où le père et la mère siègent dans une attitude extrêmement figée, à la fois proche et lointain. 2 planches entièrement muettes. Main de la mère posée sur les genoux, mains qui se tordent, mains qui se croisent. Un cendrier vide qui peu à peu ne l'est plus. L'horloge. Il Piccolo, journal local de Trieste plié et déplié. Gros plan sur le visage du père. Nul besoin de mots pour nous faire comprendre combien il leur a été difficile de prendre leur décision. Tout est en traitement de l'image. Le père se lève, va à la fenêtre, travelling arrière. Son regard nous entraîne hors de l'appartement et nous revoilà dans la rue où nous nous éloignons progressivement en suivant un cycliste qui fredonne une chanson d'amour. En nous retournant, nous apercevons dans le lointain la silhouette à la fenêtre. Tout est à l'aune de cette séquence. Une narration extrêmement précise et subtile, tout en finesse et en nuance. De même, lorsque les protagonistes font appel à leurs souvenirs, cela fait surgir d'autres images de notre mémoire collective. Quand Johan et Andrew se promènent dans Central Park, le long de la patinoire, cela rappelle à Johan celle de Vienne. S'ensuit une page entièrement muette avec un coffrier de 9 cases où un enfant en manteau rouge patine avec sa mère sous le regard d'Andrew. Souvenir de John? Souvenir d'Andrew? Et à vous, une petite fille en manteau rouge, qu'est-ce que ça vous rappelle? Avant de conclure, précisons que Rhapsody en bleu est l'adaptation d'un roman de Sylvia Clutien, malheureusement non édité en France, roman qui prend ses sources dans sa propre histoire familiale, ce qui rend le récit d'autant plus poignant. Rhapsody in bleu, assurément un des plus beaux albums de l'année 2020. Merci beaucoup Francine, merci. Pour terminer cette rubrique, c'est Olivier qui va nous parler de Aldobrando. Alors Olivier, je dois te remercier parce que je te remercie parce que cette bande dessinée, je l'avais pas vue et donc je l'ai lue à cette occasion. C'est vraiment une belle œuvre. À toi. Merci. Dites voir, vous aimez les albums de chevaliers? Oui. Oui. Ouais. Vous savez, ces aventures rythmées par des batailles épiques, des chevauchés à perdre haleine, des souleries dans les tavernes malfamées. Je sais pas pourquoi je te regarde. Ces histoires qui mêlent la bravoure, l'amitié et l'amour et qui sont guidées par une quête souvent impossible amenée par des gens comme nous, le commun des mortels. Des albums avec des héros aux muscles robustes et saillants. Des êtres, oui, ça va. Des êtres qui mettent l'honneur au-dessus de tout et dont le courage se mesure à la taille de leurs épées, bien sûr. Bon, à quoi pensiez-vous? Bon, heureusement, Ricard n'était pas là. Hein. Il aurait pu faire un commentaire. Alors, oyez, chères auditrices et chers auditeurs, car voici venir l'histoire d'Aldobrando, le chevalier le plus brave de tous les temps. Oui, alors, vous allez me dire, à chaque album de chevalier, le héros est toujours le plus brave de tous les temps. Qu'est-ce qu'il a de plus, cet Aldobrando? De plus, je crois bien qu'on va commencer par les moins. Parce qu'en lieu et place d'une chevelure abondante et flamboyante, Aldobrando arbore un petit toupet sur le haut du crâne, quelques cheveux hirsutes, même pas suffisants pour faire une queue de cheval. Question armure, Aldobrando est juste affublé d'un haut de corps léger, d'un pantacourt marron taillé slim et de chaussures trop grandes pour lui. Et à l'instar de ses confrères qui comptent plus de muscles sur leur corps que d'auditeurs de l'émission du Son des Bulles, c'est dire s'ils en ont beaucoup. Lui, il possède des membres pas plus gros que des pattes de merle. Et son épée n'est qu'un bout de bois grossièrement taillé sur lequel est enroulée une bague, unique souvenir de ses parents. Alors, c'est vrai que présenté de la sorte, on pourrait se dire que soit l'album va tourner court, genre, il va draguer une princesse, provoquer en duel un malabar et se prendre une raclée et fin de l'histoire. Tant pis pour lui. Et voilà. Ou alors, il a une arme secrète. Bon, là, je dirais oui et non. Il a pas de pouvoir magique, cet Aldobrando. C'est juste un homme ordinaire. C'est tout. Et c'est ça le secret de l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Parce que Aldobrando, le chétif, c'est fils d'un chevalier, d'un grand chevalier qui l'abandonne au début de l'album et qui le laisse à un vieillard qui devra en faire un homme. Il passe donc sa jeunesse avec ce vieillard dans une cabane perdue au fin fond de la forêt jusqu'au jour où, par un fin stratagème, le vieillard lui demande d'aller chercher de l'herbe au loup. Et là, pour Aldobrando commence une quête qui va le confronter au monde extérieur. Et avec ses pattes de merle, son épée cassée, il va parcourir le royaume des Deux Fontaines et rencontrer des personnages qui vont fonctionner sur lui comme des révélateurs de sa personnalité. Tous les ingrédients de la recette
de ce genre d'album sont réunis dans cette histoire. On a l'héritage chevaleresque, l'enseignement initiatique par un maître, une quête impossible, des grands espaces, le roi fou sanguinaire, l'éminence grise et manipulatrice, le fourbe, la brute gentille, et bien sûr, dans toutes les histoires de chevaliers, une belle princesse. Oh ouais, mais vous l'avez vu ou quoi? Alors évidemment, je vais pas vous dévoiler la fin de l'histoire, mais franchement, ce livre vaut le coup. La force, se termine bien. Ça se termine très très bien. C'est une belle histoire. Et la force de JP, ce scénariste et ce dessinateur que moi j'affectionne particulièrement, c'est d'avoir réussi à lier ces ingrédients entre eux, et quelquefois de façon très inattendue. Dès le départ, alors qu'il est petit garçon, on s'attache à ce héros. Il est mignon et perdu, et forcément, on crée un lien d'empathie. Son parcours initiatique, semé d'embûches et de difficultés, est fluide et facile à suivre. Un événement en entraîne un autre, forçant Aldo Brando à réagir pour survivre, continuer sa quête de l'herbe au loup et construire sa personnalité. Aux personnages avec des caractères forts et aux actes calculés, Aldo Brando, lui, il oppose une fraîcheur instinctive et un regard pragmatique sur la vie. Et puis le dessin de Luigi Critone, c'est un peu polyglotte, vous allez voir cette émission. Le dessin est tout en aquarelle. C'est fin, c'est délicat, ça nous plonge dans un univers médiéval coloré. Ça se fait précis sur les gros plans pour mieux distinguer l'expression des personnages et un peu moins détaillé sur des scènes un peu plus larges pour mieux privilégier le ressenti de l'action. Et avec ce scénario bien ficelé, ce dessin adapté, on est comme enveloppé dans l'histoire. Et puis regardez bien quand même, chères auditrices et chers auditeurs qui liront bientôt cet album. Le petit Aldo Brando, là, avec son visage lisse et rond, sa houppette, ses petits yeux, son gros nez, ses grandes oreilles et sa bouche et ses faux airs de Tintin. Et son petit ? Non. Épée, Continue. petite épée. Franchement, il ressemble à rien, quand même. Moi, je dis que lui, il ressemble à tout le monde. Il nous ressemble à tous, cet Aldo Brando. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Critone et JP, ils nous offrent un héros universel dans lequel on peut tous s'identifier et se projeter. Et là, je dis, comme c'est des Italiens, bel lavoro, ragazzi. Oh là. Voilà, merci. C'est moi qui dois rebondir maintenant. Et oui. Alors maintenant, nous allons passer à quelque chose d'un peu plus triste, un hommage à Mandrika. Alors, je laisse la parole. Déjà, je t'annonce que la prochaine fois, c'est moi qui reprends l'animation. Parce que J'en profite alors. Oui, t'en profites parce que franchement, tu me laisses 5 minutes pour parler de Nikita Mandrika. Et c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Mais bonne chance pour vous. Avec Anne-Marie, on va continuer à travailler et on va vous mettre de belles choses sur la page Facebook qui s'appelle, comment ça s'appelle? Le son des bulles. Le son des bulles. C'est assez simple. On vous parlera de la vie de Nikita Mandrika, on vous parlera de l'écho des savanes, on vous parlera de Nikita Mandrika et la psychanalyse et un petit peu parce que c'est compliqué, hein. Oui. Et on vous parlera également de l'influence de Mandrika sur toute une série de revues qui sont sorties à ce moment-là, l'écho des savanes, il a travaillé à Charlie Mensuel, il a travaillé à Pilote en tant que rédacteur en chef. Alors oui. Alors vite fait. Charlie Mensuel, pardon. Alors, moi, Oui, j'ai dit quoi? Ah si, pardon. C'est Charlie Mensuel. Alors, vite fait, je vais commencer juste une petite brève pour vous raconter la création de l'écho des savanes. La création de l'écho des savanes, ça s'est passé d'une manière très simple. Mandrika et Marcel Gottlieb étaient en train de boire du Chianti à Luccia, là où il y a un grand salon de bande dessinée en Toscane. Et Mandrika était très très en colère parce que à l'époque il travaillait à Pilote, dont le rédacteur en chef était Goscinny. Et Goscinny lui avait refusé une histoire zen, sur la zénitude, où le concombre masqué regardait pousser des cailloux. C'est des rochers. Des rochers. Voilà, non, on comprend mieux. Je m'incline devant les spécialistes. Donc, Mandrika dit à Gottlieb, au bout de 4 bouteilles de Chianti, évidemment, il dit, il y en a marre, on va créer un journal. T'es d'accord? Gottlieb lui dit, écoute, est-ce que je peux dessiner dans les marges? Est-ce que je peux dessiner
donner des bites. Bon, Mandrika lui dit oui, donc elle lui dit je suis d'accord. En rentrant à pilote, il croise Claire Bretéché. Il lui pose la question, on crée un nouveau journal. Est-ce que tu veux venir avec nous? Elle a cru que c'était un journal de mode. Elle a dit oui. Et puis. Alors ça c'est pas ça. C'est un peu imagé, mais c'est ça. Et voilà comment est né donc l'Écho des savanes, où on retrouve donc en premier une histoire sans titre, les aventures pathogènes du zonzombre musqué. Et c'est donc la première histoire qu'il y a dans l'Écho des savanes. La première édition a été tirée dans la cave de Marcel Gottlieb. Ils avaient trouvé une vieille machine. Ils l'ont tirée à 2000. C'était plié. Et c'était même pas agrafé. Ils l'ont distribué dans les magasins spécialisés à Paris. Ça s'est arraché en rien de temps. Donc il y a eu X rééditions. Là, moi, ça c'est la 6e édition du premier numéro. Et après donc pareil le numéro 2. Et le lendemain de l'apparition du numéro 2, Cavana dans Charlie Hebdo fait un article sur l'Écho des savanes. Bon, un article à la Cavana, quoi, voilà. Et dans les 2 jours qui viennent, dans la boîte aux lettres de Gottlieb, qui devait être comme ça, il est arrivé 1000 demandes d'abonnement à l'Écho des savanes. Et l'Écho des savanes est parti comme ça. Un petit mot de... Alors oui, je vais dire un petit mot. Alors je vais essayer de faire assez rapide. Donc Mandrika, c'est quand même quelqu'un qui était très torturé et qui se posait beaucoup de questions. Et du coup, il s'est penché vers la psychanalyse. Faut savoir qu'il a quand même suivi les séminaires de Lacan. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose de très compliqué. Et le séminaire de Lacan, c'est pas simple du tout. Mais lui, il suivait très bien. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 fois et d'échanger avec lui. Il maîtrisait bien le sujet. Et c'est pas étonnant que Mandrika ait voulu créer un journal, parce que pour lui, dessiner, c'était être mégalo. C'était être le phallus. En psychanalyse, voilà, le phallus représente le père. Chez Lacan, alors je fais du réduit de chez réduit, mais il faut tuer le père aussi. Donc voilà. Donc lui, c'était être le phallus, être mégalo, mais c'est se couper des autres. Et il n'avait pas envie de se couper des autres, il avait envie de travailler avec les autres. Donc le seul moyen de travailler avec les autres, c'était de faire un journal. Mais il voulait pas être non plus le tyran, parce que ça c'était un personnage qui le tyrannisait, enfin qui était difficile pour lui. Donc voilà, comment ne pas être mégalo, comment ne pas être tyran. Et donc voilà, il a eu des phases comme ça dans sa vie, assez critiques, au point de dire j'arrête le dessin, c'est fini, je ne dessine plus rien du tout. C'est vrai que plus d'une fois, il a été à cette étape-là, à dire je ne dessine plus de bande dessinée, maintenant je dirige un journal. Enfin, je le dirige pas. Je le conduis, avec les autres, voilà. Et c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même un peu un chef. Et il a essayé de lancer un peu. Alors, on était quand même dans les années 68, 70. L'Écho des savanes, c'est 72. 72, voilà. Donc après mai 68, où on avait des grandes idées de collectivité, de travail en collectivité, c'était vraiment son idée. Mais ça marchait pas à chaque fois, parce que quand même les dessinateurs, ils ont envie d'être connus, reconnus pour ce qu'ils font. Donc c'est un peu antagoniste cette histoire-là, parce que dessiner, c'est vouloir être reconnu, vouloir. Chaque dessinateur, on voit bien, il y a son trait, on reconnaît les dessinateurs à leurs traits, on les reconnaît, on va les voir, on les admire. Et d'un autre côté, lui, il voulait pas ce côté-là, il le voulait pas. Il y avait quand même cette ambivalence-là. Donc, il l'analysait en psychanalyse, en réfléchissant, et il a essayé de monter donc ses journaux, mais au bout d'un moment, ça fritait un petit peu quand même entre eux. Oui, c'est difficile. Ça a été difficile. On le sait pas trop, mais l'idée de Métal Hurlant, c'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a choisi le nom de Métal Hurlant. Mais comme il n'avait pas le temps, donc il a demandé à Jean-Pierre Dionnet de le faire avec qui c'est qu'il avait avec lui, Muébus, Druillet et Farkas. Voilà. Bon, ça touche à sa fin. On vous mettra tout sur le site internet. Bon, il y a sur la
page Facebook. Sur la page Facebook, on n'a pas de site internet. J'ai rencontré juste Mandrika au festival de Ferney-Voltaire et on a discuté un petit peu. Je lui ai offert mon livre Jean-Baptiste, l'histoire du chien qui chie partout et qui copule avec tout ce qu'il voit. Et il m'avait dit, toi t'es resté côté anal en fait. Côté anal, voilà. Donc ça c'est purement psychanalytique. Et complètement, et la façon dont il l'a dit, c'était presque un compliment en fait. Et effectivement, il y a une couche de psychanalyse en fait. Dans tout son discours. Allez, donc on va vous mettre on va tout vous mettre sur parce que ça nous passionne, sur la page Facebook. Allez voir son site internet aussi, c'est formidable. Et il a mis tout ce qu'il a fait, toutes ses bandes dessinées. Il les commente, il les explique. Il dit qu'il y a la musique qu'il faut écouter avec, les stages de zénitude qu'il faut faire. Ça y est, on a dépassé à toi. Oui, voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup les amis. Donc on va se quitter pour quelques mois et puis se retrouver au mois de septembre avec quelques surprises, dont une, je ne sais pas si on peut en parler, Jean-Jacques. Dis-moi. Se retrouver 2 fois par mois. Non, ça c'est acté. Ça c'est acté. Et ben écoutez, voilà. Donc on va se retrouver là à partir de septembre 2 fois par mois. Vous devrez nous subir 2 fois comme ça. Bien fait pour vous. Et si et au mois de septembre, si vous êtes d'accord et vous allez être obligé d'être d'accord, on fera une émission. De la tyrannie, ça. Non, j'ai bien joué. On fera une émission spéciale sur Métal Hurlant à l'occasion de la ressortie de Métal Hurlant. Voilà. Je crois qu'on aura beaucoup d'émissions spéciales. Eh ben, merci et à bientôt, chers amis. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org